Bonjour Gilles Kepel, spécialiste du monde arabe. Chacun de vos livres est un événement, celui-ci n'y déroge pas. Il s'appelle Holocauste, il est publié aux éditions Plomb, Israël, Gaza et la guerre contre l'Occident. Il y a cet appel, cette lettre ouverte signée par Emmanuel Macron, par le président égyptien et également par le roi de Jordanie pour demander un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Cet appel est publié dans le journal Le Monde. Ça a une chance de passer cette fois-ci. C'est quelque chose qui se réfère à la déclaration qui a été votée par l'ONU réclamant le cessez-le-feu, pour laquelle les États-Unis sont abstenus, ils ne l'ont pas empêché. Mais malheureusement, elle ne va que jusqu'à la fin du Ramadan, qui est mercredi. Et donc, c'est un peu un appel de la dernière minute. Je ne crois pas que Benjamin Netanyahou désire qu'il y ait un cessez-le-feu tant qu'il n'a pas la capacité de montrer à la population israélienne qu'il a quelque chose qu'il peut appeler une victoire. Or, même si Gaza montre aujourd'hui que le Hamas est militairement très affaibli, néanmoins, il n'a pas encore réussi, Netanyahou n'a pas encore réussi à s'emparer de son chef militaire et politique, Yahya Sinwar, qui a déclenché l'offensive, qui est probablement réfugié à Rafah, dans un tunnel, avec les otages survivants qui restent, et protégé d'une certaine manière par le bouclier humain du million et quelques de réfugiés de Gaza qui sont à Rafah, sur la frontière égyptienne. Donc l'armée israélienne est en train aujourd'hui, comme elle a dégagé Khan Younes, l'armée israélienne est en train de convaincre les Palestiniens de remonter vers Khan Younes pour pouvoir bombarder Gaza. C'est un peu la situation qui prévaut sur le terrain aujourd'hui. Oui, mais on a vu un changement de l'attitude américaine, notamment après la mort de plusieurs humanitaires. Est-ce que la pression américaine, Joe Biden, sur ce cessez-le-feu peut avoir un effet ? La pression américaine est limitée parce que les États-Unis sont en campagne électorale. Et Joe Biden, s'il donne raison à l'aile gauche, à la jeunesse de son électorat démocrate qui incrimine très profondément Israël, dans ce cas-là, il perd une autre partie de son électorat, qui sont les juifs américains, qui considéreront qu'il ne permet plus à Israël de se défendre et qui, pour l'instant, votent majoritairement démocrates, qui iront chez Trump. Donc, du coup, il fait un numéro de funambulisme électoral très complexe qui donne à Benjamin Netanyahou une assez large marge d'action, puisque les États-Unis continuent à fournir en grande quantité les armes et surtout les munitions qui permettent à Israël de bombarder la bande de Gaza. Moi, je crois que ce que va faire Netanyahou aujourd'hui, c'est élargir au contraire l'offensive et viser le Hezbollah libanais. C'est ce que montrent les mouvements au nord d'Israël. C'est également dans la lignée de la liquidation par Israël du général Zahedi, un général iranien qui était à Damas, dans le consulat iranien, et qui était le responsable pour le Levant, c'est-à-dire la région Syrie, Liban, Palestine, Israël, des gardiens de la révolution iraniens, pour lequel l'Iran a dit « vous allez voir ce que vous allez voir », mais pour l'instant n'a pas été capable de taper. Israël estime qu'aujourd'hui, le Hezbollah et l'Iran sont en position de faiblesse. Ce n'est pas eux qui ont décidé de la date du 7, c'est Yahya Sinwar, du 7 octobre, en fonction de ses intérêts propres, parce qu'il a vu que Netanyahou avait retiré les chars de la frontière et que c'était le moment d'y aller, de faire une offensive qui aurait une répercussion gigantesque. Et de fait, le 7 octobre, à mon sens, est plus important que le 11 septembre 2001. Mais ça n'était pas quelque chose qui s'accordait avec l'agenda du Hezbollah et l'agenda du Hamas, qui aujourd'hui sont un peu pris au piège de leur mandataire du Hamas et, au fond, sont en situation difficile face aux offensives israéliennes. Oui, alors lorsque vous publiez ce livre, Gilles Kepel, vous l'intitulez Holocauste au pluriel. Au fond, vous dites quoi? Vous dites le 7 octobre, vous en parliez à l'instant, vous dites c'est un pogrom et il a enclenché ce que vous appelez l'hécatombe, évidemment, des morts palestiniens par l'offensive israélienne. Et au fond, c'est un affrontement nord-sud, dites-vous, mais derrière cela, c'est un choc de civilisation. Alors, c'est plutôt, en fait, je l'appelle une razzia, dans l'esprit de ceux qui l'ont fait. C'est razzia, le mot français est l'un des calques de l'arabe razwa, qui désigne ces opérations éclairs que faisaient des tribus l'une sur l'autre dans la péninsule arabique, par exemple, autrefois, mais qui a été reprise aussi par le prophète, et dans
dans la Sira Nabawiya, c'est-à-dire dans l'histoire du prophète Mohammed, on raconte notamment la razzia sur l'oasis juive de Khaybar, avec beaucoup de détails et même de cruauté, qui indiquent comment ceux qui ont refusé la révélation divine, telle que la voient les musulmans, sont punis. Et ceux qui ont mené l'offensive le 7 octobre avaient à la fois une revendication nationaliste, on les entendait crier sur les caméras GoPro et les caméras de surveillance « on est chez nous, c'est notre pays », mais en même temps le sentiment de s'inscrire dans une obligation religieuse telle qu'elle est interprétée par les plus radicaux. Le pogrom, en revanche, c'est ce que les victimes ont ressenti, puisque pour les juifs israéliens, c'était le premier pogrom après la Shoah nazie, qui avait lieu pourtant sur le territoire de l'État qui leur avait été assigné ou donné par l'ONU en 1947 pour les prémunir de toute répétition, pour le plus jamais ça, qui avait fait l'objet d'un consensus soviétique et américain après 1945. Et ensuite, pourquoi j'ai mis Holocauste au pluriel, ce qui a choqué certains, c'est pour montrer comment cette notion est aujourd'hui remise en jeu dans le système international. Que ferait l'Afrique du Sud et que fait maintenant le Nicaragua en poursuivant à la Cour nationale de justice l'Allemagne pour fournir des armes à Israël en disant l'Allemagne est génocidaire, cette fois-ci non plus en tuant les Juifs mais en leur donnant des armes qui permettent de tuer les Palestiniens, c'est de dire les fondements de l'ordre mondial doivent changer. Ce n'est plus les fondements moraux, ce n'est plus la lutte contre la barbarie nazie, ça c'est une vieille histoire, ça ne concerne que des Européens, on ne sait pas trop si ça s'est passé. En revanche, disent-ils, ce qui est important, c'est la lutte anticoloniale. L'ordre moral est incarné par les pays qu'on appelle le Sud global, avec les décolonialistes, avec la mouvance wokiste aujourd'hui. Et la cible, ce sont les États du Nord qui sont coupables de la traite coloniale, de l'esclavage, etc. Et Israël est l'incarnation du mal, c'est l'incarnation des pays du Nord qui oppriment, qui génocident, entre guillemets, les Palestiniens, pays du Sud. Alors évidemment, c'est une vision idéologique, mais avec beaucoup de soutien. Une vision idéologique qui, comme toutes les idéologies, fait l'impasse sur un certain nombre de choses. D'abord, sur la démocratie. Beaucoup des pays dits du Sud global sont des régimes illibéraux, corrompus, dictatoriaux. Et deuxièmement, une grande partie des populations concernées du Sud global souhaitent une chose, c'est de venir dans le Nord exécré et à travers les immigrations fussent-elles illégales. Et c'est ce qui a donné Mme von der Leyen, allant en Égypte il y a quelques jours, remettre un chèque de 7,5 milliards d'euros au maréchal Sissi, dont vous parliez tout à l'heure, pour s'assurer que si frappe à Gaza et à Rafah à la frontière il y avait, par les armées israéliennes, les malheureux Palestiniens qui essayent de fuir les bombardements, s'ils franchissaient la frontière qui serait opportunément cassée, ils ne viendraient pas s'embarquer d'un port égyptien sur des rafiaux qui les conduiraient au risque de leur vie en Grèce, en Italie ou en France. Oui, mais alors donc au fond, ce que vous nous racontez là, Gilles Kepel, c'est une sorte de malédiction. Parce qu'au fond, on voit bien, il y a le Hamas, évidemment, fondamentaliste religieux, et puis de l'autre côté, il y a Netanyahou, avec des intégristes religieux également qui sont derrière, et le monde, au fond, qui est pris en otage de ça. C'est une sorte de malédiction qui embrase la planète. Oui, c'est une malédiction de la Terre Sainte, si j'ose dire, et effectivement, on voit que dans les deux camps, les décideurs sont pris en otage des zélotes. Netanyahou avait dégarni la frontière de Gaza de l'armée, qui était occupée en Cisjordanie, à faire la police, puisque les colons de Cisjordanie, les colons israéliens, ont mené en 2023 plus de 1200 attaques à main armée contre les villes et les villages palestiniens pour les chasser, pour transformer la Cisjordanie en la Judée-Samarie biblique. Vous voyez. Et de l'autre côté, les dirigeants arabes sont pris aussi en otage d'un mouvement qui a mobilisé l'imaginaire religieux, qui a déclenché un séisme à l'échelle de la planète. Je dis que c'est plus important que le 11 septembre. Après le 11 septembre,
vous n'avez pas eu Harvard, formation des élites mondiales, qui a été cassée en deux. Vous n'avez pas eu l'amphi Boutmi à Sciences Po, qui est devenu l'amphi Gaza. Et vous n'avez pas eu Judith Butler, la papesse du woke international, qui est venue déclarer aux indigènes de la République, ici en France, « October 7th was an act of resistance ». Le 7 octobre était un acte de résistance. Heureusement qu'elle n'a pas parlé du Bataclan ou du 11 septembre en ces termes. Oui, vous avez vous-même été exclu de l'université. Vous Voilà. dire aussi, vous vous estimez, vous le dites dans ce livre, au fond, victime de ça. Oui, c'est d'un mouvement de Sud global qui n'est plus contrôlé, y compris par, et qui est encouragé par un certain nombre de nos dirigeants et de responsables universitaires aujourd'hui, ce qui est un véritable problème parce qu'on voit comment nos sociétés sont clivées de l'intérieur par ce type de conflit entre le pseudo-Sud global et le Nord stigmatisé. Il n'y avait pas ça après le 11 septembre. Rappelez-vous le titre du Monde, à l'époque dirigé par Jean-Marie Colombani, « Nous sommes tous Américains ». Oui. Oui, mais derrière cela, donc vous le disiez, des conséquences sur les sociétés occidentales, au-delà même ce que vous parliez de l'immigration, on parlait d'un certain nombre de choses. Est-ce que dans les événements qu'on voit dans l'actualité en France, par exemple dans les écoles, est-ce que vous y voyez finalement une résurgence de ça? On a vu la montée de l'antisémitisme après le 7 octobre et la riposte israélienne. Oui, on a vu l'antisémitisme. Paradoxalement, en France, le pays où il y a la plus grande population musulmane et la plus grande population juive d'Europe occidentale, l'antisémitisme s'est limité, c'est bien sûr déjà trop, à des inscriptions des étoiles de David peintes sur des commerces juifs qui rappelaient des choses pas très agréables, mais nous n'avons pas eu pour l'instant, je touche du bois, de violence et de mouvements massifs. D'autres pays voisins comme le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne ont connu des manifestations d'antisémitisme beaucoup plus violentes et la laïcité française qui était critiquée par certains de nos voisins comme une sorte de fascisme hostilo-religieux apparaît aujourd'hui comme un modèle beaucoup plus inclusif, notamment parce qu'une grande partie ou l'immense majorité de nos compatriotes juifs et musulmans apparaissent comme véritablement au cœur, comme tous les autres, de la communauté nationale dans la mesure où c'est la laïcité qui en constitue le ciment principal. Les événements que vous mentionnez, effectivement, sont fâcheux. En particulier, ce qui s'est passé avec ce jeune garçon qui a été tué à Viry-Châtillon, oui. Voilà, à Viry-Châtillon, par d'autres élèves, au prétexte que, paraît-il, bien sûr l'affaire doit être jugée, je ne peux pas la commenter avant qu'elle ne le soit, mais d'après les témoignages, qu'il aurait parlé à la sœur de l'un des camarades de ceux qui l'ont ensuite mis à mort. Et bien évidemment, ces réflexes sont quelque chose qui vient d'une culture qui se base sur l'honneur des femmes, sur l'interdiction de la regarder, et qui font que dans les sociétés européennes, les sociétés du Nord justement aujourd'hui, celles-ci sont aujourd'hui les reflets du monde entier. Autant les anciens colons et leurs descendants ont été chassés des pays du Sud, autant l'Europe ou les États-Unis aujourd'hui sont des sociétés mondes. Et ces sociétés mondes, à mon sens, ne peuvent fonctionner qu'à partir du moment où les valeurs communes l'emportent sur ce qu'on appellerait le séparatisme. Et à mon sens, on n'a rien trouvé mieux que la laïcité pour permettre à cela de fonctionner ensemble et le maintien des exigences légales de culture qui, par exemple, minorisent la femme, interdisent les rapports entre les uns et les autres, qui paradoxalement sont même encouragés par les woke, qui par ailleurs lancent des MeToo de tous les côtés, sont un véritable problème parce que ça crée ce que j'ai appelé par ailleurs, ce qui m'a été parfois reproché, une sorte de djihadisme d'atmosphère, si vous voulez, qui va faire que des individus regardent les réseaux sociaux et à partir de là, décide qu'il est licite de décapiter le professeur Samuel Paty ou de poignarder le professeur Dominique Bernard. Tout ça dans un contexte où la France va accueillir les Jeux Olympiques cet été. Les Jeux Olympiques sont aussi pris en otage parfois par le conflit israélo-palestinien, Munich en 1972, où Septembre Noir avait tué des athlètes israéliens. Et bien évidemment,
c'est un sujet de très grande préoccupation aujourd'hui pour les services de renseignement français, alors qui ont été aguerris par la lutte victorieuse qu'ils ont menée contre Daesh et qui sont sans illusion sur ce genre de choses, parce que bien sûr Paris est une sorte de capitale pour le Sud global du Nord détestable, et infliger des dommages à la France pendant les Jeux, ça représente un prix, si vous voulez, non négligeable pour ceux qui détestent le Nord. Oui, oui. Gérald Darmanin se voulait rassurant hier en présentant des zones de contrôle pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il y a une vraie menace. En tout cas, il y a une tension qui est très claire. Je crois que les services de renseignement, d'après ce qu'on peut comprendre, sont extrêmement mobilisés sur cet enjeu. Rien n'est laissé au hasard. Bien sûr, on peut toujours avoir quelque chose qu'on n'a pas prévu, mais contrairement aux pays voisins, la France, du fait de l'expérience malheureuse qu'elle a eue, nous avons été les principales victimes de Daesh sur notre sol, s'est accoutumée à ce type de menace et aujourd'hui à cette notion de djihadisme d'atmosphère qui est sans doute principalement le problème que nous allons affronter. Oui, Frontex, dans sa dernière note, signalait une hausse de 17% des entrées sur les territoires européens de migrants et Frontex disant qu'il y aurait parmi eux possiblement des terroristes. C'est quelque chose de réel? C'est ce qui s'est passé à l'époque de Daesh, justement, puisque un certain nombre d'assassins, par exemple, du 13 novembre, étaient passés par les flux migratoires des Balkans. Et ensuite avaient été réinsérés sur le territoire français ou insérés sur le territoire français. Donc il ne faut pas faire des procès d'intention. La malheureuse partie, la plus grande partie des migrants sont des gens qui justement fuient le sud global apparemment idyllique, qui nous est dépeint de manière idyllique par les woke et les décolonialistes, et qui viennent essayer de gagner leur vie en Europe et dont eux-mêmes ou les enfants s'intégreront peut-être parfaitement aux valeurs des sociétés occidentales. Il faut bien voir que nous avons en France, au Royaume-Uni, en Belgique et ailleurs, des élites aujourd'hui issues de l'immigration qui ont parfaitement réussi, que ce soit les ministres, les maires des grandes villes, les chefs d'entreprise, etc. Et ceux-là même sont stigmatisés par les djihadistes comme des koufars, c'est-à-dire des infidèles qui méritent la mort. C'est du reste le terme qui avait été utilisé aussi selon la mère d'une jeune collégienne qui était battue, passée dans le coma parce qu'on lui aurait reproché sa tenue non conforme à une norme religieuse. On lui avait dit « tu es une koufar ». Le terme en arabe est un pluriel. Koufar, ça veut dire les impies ou les infidèles. Mais les jeunes qui utilisent ce terme ne parlent plus l'arabe, ne comprennent plus les significations et prennent un pluriel pour stigmatiser quelqu'un au féminin singulier. Oui, la jeune Mila, qui avait été la cible de harcèlement, a été interviewée sur RMC par Apolline de Malherbe hier et disait la laïcité est morte. Elle racontait comment elle avait été victime de crachats parce qu'elle voulait se coiffer comme elle le voulait et faisant le parallèle avec d'autres cas de harcèlement dans les écoles. Est-ce que la solution, c'est de faire signer une charte de la laïcité comme le prétend la ministre de l'Éducation nationale? Est-ce que c'est interdire les réseaux sociaux? Quelle est la solution? Interdire les réseaux sociaux, c'est un vœu pieux, bien sûr, on ne peut pas le faire. Mais effectivement, les valeurs de la laïcité aujourd'hui ne sont pas suffisamment valorisées, certainement en France. L'éducation nationale, de ce fait, a pris du retard. Et nous avons ce système qui va de la décapitation ou de l'assassinat de professeurs, de la violence entre élèves au nom de la référence à telle ou telle culture fantasmée et mise à la sauce des réseaux sociaux. L'université dans laquelle le wokisme et le décolonialisme aujourd'hui ont fait des progrès qui font que l'idéologie se substitue à la connaissance. Vous savez, il y a 20 ans, j'étais membre de la commission Stasi. Celle-ci a permis aux chefs d'établissement de faire leur travail pendant une quinzaine d'années après 2004, alors que entre 1989, première affaire du voile à l'école, et 2004, il y avait une pression permanente des associations islamistes, l'UOIF qui n'existe plus comme telle aujourd'hui et qui pourrissait la vie des proviseurs, des directeurs de collège, des principales, etc., les principaux. Aujourd'hui, je me demande dans quelle mesure une initiative du même ordre qui remet les choses à plat et qui prend en compte surtout la transformation des défis d'aujourd'hui ne devrait pas être menée à travers un consensus maximal de notre société pour partir sur des échéances qui seront les meilleures.
il est bien évident que si rien n'est fait, et quand vous posiez les questions tout à l'heure sur ce qui se passait à l'école, on voit l'euphémisme qu'utilisent la plupart des titres de la presse pour en parler. Bien évidemment, la plupart aussi de nos concitoyens comprennent de quoi il s'agit. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va se traduire, et ça commence déjà à se traduire, par un basculement significatif du vote vers l'extrême droite. Oui. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas nommer le mal? Probablement, il y a cette dimension, c'est-à-dire l'incapacité de nos élites dirigeantes aujourd'hui à penser véritablement les enjeux de la société. Et comme ce n'est pas pensé, comme c'est laissé dans une zone floue, ce sont les extrêmes qui en bénéficient des deux côtés du spectre politique. Oui, et le ministre de l'Intérieur qui dit que chaque jour ou presque des attentats sont déjoués, vous fait penser qu'inexorablement d'autres attentats auront lieu, qui n'auront pas pu être déjoués? Malheureusement, l'attentat qui advient est un attentat qui n'a pas pu être déjoué, en effet, mais il ne faut pas non plus semer la panique. Les Jeux Olympiques devraient pouvoir se tenir bien, comme je vous l'ai dit. Moi, je pense que pour avoir été moi-même placé sous protection pendant 17 mois, j'ai pu, après ma condamnation par Daesh en 2016, j'ai pu observer quelle était l'efficacité des services de renseignement, etc. Mais comme on l'a vu, aussi bien le professeur Paty que le professeur Bernard ont été l'un décapité et l'autre poignardé à la sortie ou dans le sein même de l'établissement scolaire. Merci beaucoup Gilles Kepel d'avoir été notre invité. Votre livre s'appelle L'Holocauste, Israël-Gaza et la guerre contre l'Occident. Il est publié chez Plomb. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation.